Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va aborder un projet qui fait l'actualité depuis le début de cette année, c'est-à-dire l'avenir de la canne à sucre à la Réunion. Et pour en parler, je reçois ce soir Alain Cataille. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ramoudou. Vous êtes agriculteur depuis combien d'années? Je suis agriculteur depuis 1987, producteur de canne. Alors, avant de venir directement sur de parler du sujet qui nous intéresse, qui est Alain Cataille? Écoutez, Alain Cataille, c'est un agriculteur qui produit de la canne, qui a voulu défendre sa profession, qui a touché un petit peu à tout, qui est un père de famille, voilà, qui c'est un agriculteur, c'est un Réunionnais qui essaie de vivre de sa production dignement et d'être honnête dans la vie de tous les jours. Alors, vivre dignement, on va juste regarder aujourd'hui, si on fait un constat, quels sont les problèmes que rencontre la filière canne? La filière canne rencontre plusieurs problèmes. Aujourd'hui, on est face à un gros challenge à relever, c'est que les charges ont tellement augmenté, je parle de l'engrais, de l'herbicide, de la main-d'œuvre, etc., ce qui fait que les prix n'ont pas augmenté. Moi, ça fait depuis que je Alors, ce qui suis... n'a pas augmenté, c'est le prix de la tonne de canne. Le prix de la tonne de canne, le prix de base, le prix n'a pas augmenté. Depuis que je suis agriculteur, on est payé le même prix, c'est-à-dire environ 40 € la tonne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme les charges augmentent et que les recettes n'augmentent pas, comme toute entreprise, on n'arrive plus à générer suffisamment de bénéfices ou carrément de revenus pour vivre. Et ce qui explique que beaucoup d'agriculteurs vivent difficilement de la canne. Alors, avant de parler du revenu agricole de l'agriculteur, d'abord les moyens de production. Aujourd'hui, on va dire que depuis 1980, on va à l'échelle de 1970, les moyens de production ont été modernisés. Il y a de moins en moins de coupeurs de canne dans les champs, de plus en plus de coupeuses. C'est cette réalité-là à laquelle on doit aller. C'est une réalité qui est arrivée par la force des choses. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on utilise des machines, on sacrifie la qualité et souvent une partie du revenu, puisque souvent dans la canne, on était payé par rapport à une certaine quantité de sucre mesurée, puisque la filière canne en elle-même n'existe pas au niveau de l'Europe, on vend du sucre. Donc c'était la filière sucre, c'est une canne à sucre qui produit du sucre, comme la betterave produit aussi du sucre. Donc, il y a une question quand même qui reste en suspens. Pourquoi quand c'est l'être humain, c'est un coupeur de canne qui coupe, la canne a plus de sucre, alors quand c'est une machine, elle a moins de sucre? Non, la canne, quand c'est l'être humain, il n'y a pas plus de sucre. Le travail fait manuellement par un être humain est de qualité supérieure. Comme on fait une analyse, on va analyser, c'est sûr que la machine fera un travail moins sélectif qu'un être humain, qui va vraiment couper la canne, enlever la partie qui n'est pas bonne, etc., préserver les rejets, etc. Et tandis que la machine, elle arrive, elle broie tout. Donc à partir de là, il y a, comme on dit, une partie de non-canne, de paille, de bourgeons, etc. Ce qui fait au moment de l'analyse, ça dégrade l'analyse, donc automatiquement, ça dégrade le revenu puisque tout est payé en fonction de la teneur en sucre. Alors, toujours sur les moyens de production, aujourd'hui, donc, moins de coupeurs humains, plus de machines pour couper la canne. Quels sont les autres outils qui se sont modernisés et on va de plus en plus vers la machine? Écoutez, il y a le chargement, par exemple. Le fait qu'il n'y a plus de main-d'œuvre, ça a commencé dans les années 70. Dans les années 70, on voyait les chargements de canne. Quand vous étiez plus jeune, vous voyez les chargements de canne aller à l'usine. Toi, tu habites à côté d'une usine. Tu voyais tout était carré, propre. On dirait qu'on avait les gens disaient que c'était verni à l'époque. Aujourd'hui, on charge mécaniquement parce qu'il y a moins de main d'œuvre. Donc, automatiquement, la machine ramasse un petit peu. Beaucoup de paille. Il y a des chargements, il y a beaucoup de paille. Il y a beaucoup de paille. C'est fait aussi, ça incite les planteurs parce que la paille est revalorisée sous forme de bagasse, sous forme d'électricité. Donc, dans le complément du revenu, il y a une petite partie qu'on appelle la fibre qui soit donnée aux agriculteurs si ils produisent un peu de fibre. Donc, depuis quelques années, on produit une canne qui est un peu fibreuse avec beaucoup de sucre. On essaie c'était le défi à relever
de dire qu'on peut produire l'électricité et rendre la Réunion indépendant des énergies au niveau énergétique, fossiles, etc. Ouais. Donc, créer des énergies renouvelables, ce qui est important. Alors, justement, là-dessus, il y a quelques années, je crois quand c'est le Premier ministre de l'époque, et j'ai oublié son nom. C'était Borloo, il n'était pas Premier ministre, mais c'était Borloo qui était ministre de l'Industrie, je crois. C'est Borloo qui a validé la bagasse en transformation pour l'électricité. Reconnu la bagasse comme biomasse. À partir de là, la bagasse avait une valorisation et un prix sur le cours mondial. Ce qui a amené aux agriculteurs un revenu supplémentaire. Ce qui nous a permis d'avoir un complément de prix qu'on appelle la prime bagasse, puisque la bagasse est valorisée. Donc à partir de là, mais le prix de base industriel n'a pas bougé depuis ces 30 dernières années. Et effectivement, on a eu une prime bagasse qui a permis aux agriculteurs de passer cette période difficile. Alors, quand on regarde malgré tout cette évolution-là, quand on fait le constat aujourd'hui, l'agriculteur est vraiment dans une situation critique, difficile. Moi, je dirais comme toute personne, comme tout secteur de travail, l'agriculteur doit générer du revenu pour vivre. Il est clair que depuis ces 5 dernières années, je dirais depuis Fakir et depuis l'arrivée, le mouvement des Gilets jaunes, on a vu le tonnage de canne chuter pour X raisons et on a des difficultés à remonter. Bon, il y a eu aussi une période de sécheresse, la Réunion a connu une forte sécheresse. C'est sûrement dû au dérèglement climatique, etc. La Réunion a connu une période très, très, très compliquée qui fait qu'on n'a pas arrivé à remonter le tonnage. Donc, tu dis moins de tonnage, comme tout est payé en fonction du tonnage, moins de tonnage, moins de revenus pour les agriculteurs. Je prends un exemple. L'engrais dû à la guerre est passé de 600 € à 1500 € la tonne. Un conteneur d'engrais que moi, je payais 13 000 €, je l'ai payé en 2022 38 000 €, sans forcément avoir une augmentation du prix. Donc, à partir de là, à un moment donné, on ne peut plus faire face à ces charges et les factures s'accumulent et on n'a plus de revenus. Vous n'avez pas la capacité d'augmenter la production de manière exponentielle pour couvrir les charges supplémentaires. Disons qu'on n'a pas cette faculté. Effectivement, en métropole, les gens de la surface. Souvent, on a vu dans le cas de la betterave, les gens ont augmenté la production pour déplacer les effets de seuil et pouvoir dégager. Il y a quand même un paradoxe depuis quelques années à La Réunion. On est en train de réduire les surfaces agricoles. On est passé de 22 000 hectares à un moment donné. On est à combien aujourd'hui? Non, on est passé on était, disons, une vingtaine d'années à peu près 26-27 000 hectares. Aujourd'hui, on est à 19 800 hectares exactement de canne à sucre. Voilà, c'est qu'on a quand même réduit les surfaces alors que les coûts augmentent. Il n'y a pas la possibilité de produire plus. Si, parce qu'il y a eu quand même des progrès techniques. Aujourd'hui, on a vu, par exemple, on a des variétés de canne, d'ailleurs, qui est très difficile à manger parce que les gens, avant qu'on était en marmaille, on allait manger les cannes. Surtout le canne Mapou. Même le canne Maurice, même les cannes 519, aujourd'hui, c'est des bonnes cannes. Aujourd'hui, on a par exemple des variétés de canne qui vont produire justement en pépinière 180-200 tonnes hectares. Chez l'agriculteur, peut-être un peu moins. Mais on a eu ce progrès technique, heureusement, qui maintiennent la quantité de tonnage à l'hectare. Mais maintenant, ces cannes-là étaient difficilement, on pouvait les planter difficilement parce qu'à l'époque, il y a encore 4-5 années, on coupait en totalité à la main. Donc c'est une canne qui est dure. Effectivement, la coupeuse pays a fait que maintenant, on va planter ces cannes-là et on peut aller vers un tonnage un peu supérieur. Et de toute façon, on voit qu'en laboratoire, les recherches se penchent vers une canne plus résistante à l'environnement et au climat, et parfois ça a moins d'avantages au niveau fibre aussi, mais au niveau sucre, pas forcément. Si, c'est des cannes qui ont beaucoup de sucre. Ouais. La quantité de sucre à l'hectare ne change pas. Mais comme elle est récoltée à la machine, moi j'ai envie de dire c'est le mode de calcul qui était fait pour une canne coupée à la main est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est peut-être le mode de calcul qu'il faudrait revoir
et peut permettre justement à ces agriculteurs-là de dégager du revenu supplémentaire. Alors, il y a deux problèmes pour la canne réunionnaise. Il y a l'Amérique du Sud, il y a le sucre d'Amérique du Sud, oui. Et il y a également le sucre du Pacifique, ce qu'on appelle le groupe Cairns. D'accord ? Aujourd'hui, l'Europe a plus envie d'acheter du sucre sud-américain parce que c'est moins cher, ou bien du Pacifique, que de favoriser le sucre réunionnais. À l'époque, feu Jean-Claude Fouetteau, député européen, dans une discussion, il a dit que la canne réunionnaise a un avenir s'il va vers le sucre spécialisé, un sucre spécifique, pardon. Est-ce que ça, c'est un élément que les agriculteurs réunionnais se sont penchés dessus? Écoutez, aujourd'hui, il faut savoir que depuis des années, on produit le sucre spéciaux, les sucres spéciaux, ouais, pour des industries très particulières, pour ouais, des marchés très particuliers. Il faut savoir que le marché du sucre sur l'Europe, c'est 600 000 tonnes de sucre de canne. Je dis bien de sucre de canne parce qu'il y a 18 millions de tonnes de sucre de betterave. Juste un instant. Ouais. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire que l'Europe favorise les pays Mercosur, l'Amérique latine, pour faire du sucre. Sauf qu'il y a d'autres marchés, entre autres, certains minéraux qui est utile pour faire, par exemple, des portables. Et ces pays-là ont ces minéraux. Donc, l'Europe est en train de faire une espèce d'échange pour dire que si on ouvre le marché du sucre, en échange, vous nous permettez d'accéder à ces marchés-là. Sauf que le marché du sucre de canne a été créé par les Réunionnais, par le groupe, par les industriels réunionnais, avec des Réunionnais. On a réussi à faire un marché de 600 000 tonnes. Et aujourd'hui, nous, on souhaiterait que ce marché de 600 000 tonnes soit protégé. Il est clair qu'aujourd'hui, le sucre, c'est un produit, je dirais, à la mode. Le sucre ne se démode pas, contrairement, par exemple, on a vu le vin. Les producteurs de vin, les gens boivent moins de vin, les jeunes boivent moins de vin. Oui, ce sont les chiffres actuels. Le sucre ne se démode pas. Et les jeunes fument moins aussi. Le sucre ne se démode pas et la population augmente, le pouvoir d'achat augmente, donc le sucre est en pénurie au niveau mondial. Oui. Mais effectivement, sur le marché européen, comme les prix sont très élevés, ça attire ces pays d'Amérique latine et du 15, mais je n'ai pas peur des pays du 15 parce qu'ils n'ont pas le droit de vendre le sucre sur le marché européen. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le marché européen. C'est les pays du 15, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes, Pacifique, l'Australie aussi, je crois. Eux, ils vendent sur le marché mondial. Donc, c'est un autre marché, ce n'est pas notre marché à nous. À partir de là, nous, aujourd'hui, on dit on est français, on est européen. L'Europe doit aussi soigner ses enfants. C'est un fait. Alors, on va revenir sur l'élément qui a déclenché, je dirais aussi, le mouvement d'agriculteurs en métropole et qui a fait écho à La Réunion, c'est le revenu agricole de l'agriculteur. Comment il peut vivre? Est-ce qu'il a un salaire? Est-ce que sa compagne ou sa femme a un salaire? Comment la législation permet à l'agriculteur d'avoir, soit en tant qu'entreprise, soit en tant qu'entreprise individuelle, soit en tant que coopérative, d'avoir un revenu agricole chaque mois? Écoute, il est clair. Bon, moi, je parle de la canne parce qu'après, dans chaque secteur, on peut aller dans la boriculture, dans le maraîchage, dans l'élevage, par exemple. De la canne, quand j'étais à la Chambre d'agriculture, on disait 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire 2 tiers pour les charges, 1 tiers pour la récolte, 1 tiers pour les charges et 1 tiers pour vivre. Donc, ce qui nous faisait à l'époque à peu près 25 € par tonne. Et on disait il fallait un salaire de 2 000 € par mois. C'était le slogan que j'avais mis à la Chambre. Et quand on était parti à la Chambre, et je disais, il faut en moyenne 10 à 15 hectares, c'est-à-dire produire 1000 tonnes de canne et faire 25 000 € de salaire par an. Ça, c'était notre modèle à nous. Aujourd'hui, il est clair qu'il faut définir un modèle. Il y avait un modèle qui était à l'époque défini, par exemple, par la CGPER, que j'ai combattu un peu les idées, mais moi et Jean-Yves Minacci, qu'il fallait se mettre la main avec. Je me rappelle, le comité Suc-Cannes-Rome, souvent, on s'était associés pour défendre le cas de la Réunion. Il y avait un modèle qui était 5 hectares de canne des années 70, etc. Il est clair qu'aujourd'hui, ce modèle-là, si on peut continuer à le garder, mais il ne faut plus parler d'hectares, il faut parler de revenus. Quel est le revenu d'un agriculteur? Moi, je dis, aujourd'hui, minimum, un agriculteur doit pouvoir
au moins 2 000 euros. À partir de là, on construit son revenu, soit un peu de canne, un peu d'élevage, un peu de maraîchage, mais ça permet de construire un revenu. Ce qui amène une question, et comme le président de la Chambre n'est pas là, je vais quand même poser la question à Alain Cataille. Est-ce qu'aujourd'hui, le Réunionnais est capable de regarder son entreprise agricole avec un œil de chef d'entreprise, en faisant des projections, en faisant des calculs, des statistiques? C'est ça aussi qu'il faut changer. Et aujourd'hui, Alain Cataille, sans faire injure à qui que ce soit, il y a des endroits où ça n'a pas beaucoup évolué. Et là, je parle dans les habitudes, dans les stratégies, dans la tête. Il y a des choses qui sont restées. Ah ben écoutez, est-ce que ce n'est pas voulu de maintenir les agriculteurs comme des salariés agricoles? Souvent, je reconnais, je le dis, beaucoup d'agriculteurs n'arrivent pas à se mettre dans la tête d'un chef d'entreprise. Et je crois que c'est là aussi le travail qu'on doit faire pour les faire comprendre. Aujourd'hui, on est des chefs d'entreprise. Petits, soit, moyens et gros, on est des chefs d'entreprise qui doivent pouvoir maîtriser les charges et les recettes pour pouvoir dégager suffisamment de revenus pour vivre. Alain Cataille, il y a un constat qu'il faut quand même sur lequel on doit être honnête. Quelle que soit la chambre consulaire, la mise en place de formations pour accompagner les chefs d'entreprise, pour accompagner les agriculteurs, les commerçants, souvent que ce soit une formation pour être un vrai dirigeant, pour connaître certaines choses. Souvent, et vous êtes bien placé à savoir parce que vous avez été à la chambre agricole, à la chambre verte, les formations que vous mettez en place, c'est difficile de trouver du monde. Les formations, c'est difficile de trouver du monde. C'est difficile aussi de trouver des gens de qualité ou faire une formation de qualité. Le gros problème qu'on a à La Réunion, moi je veux dire les choses comme elle est, souvent la formation est de qualité faible parce qu'on n'a pas les bonnes personnes. C'est pas seulement les bonnes personnes, c'est d'abord la volonté. Je veux dire, quelqu'un vient, même si ses connaissances sont limitées au départ, s'il veut apprendre, s'il veut savoir comment bien gérer, il va apprendre. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup. Oui, mais parce que c'est toute une éducation à refaire. Souvent, on a éduqué l'agriculteur comme si c'était le dernier des métiers et qu'il connaissait tout, que la terre était facile à travailler. Il suffit de prendre une pioche, gratter et ça produit tout seul. Ça, c'est quelque chose Mais aujourd'hui, c'est qu'il est en train de changer. Les agriculteurs, bon, on a vu que ce soit en métropole. Aujourd'hui, on parle d'hydroponie. Aujourd'hui, on parle de fertilisation. Et contrairement à ce qu'on croit, aller dans l'Ouest, chez les agriculteurs qui utilisent l'irrigation, beaucoup aujourd'hui sont au goutte à goutte avec des programmateurs qui vont irriguer la nuit, etc. Ils apprennent vite. C'est sûr qu'aujourd'hui, il faudra encore plus les mobiliser à se perfectionner, à entamer, j'ai envie de dire, le nouveau siècle de l'agriculture avec une mission produire propre. Il y a des challenges à relever, mais aussi à partir de là d'être formé, parce que plus on sera formé, plus on pourra maîtriser les nouvelles technologies. Après, les jeunes agriculteurs, moi je vois ça chez les jeunes agriculteurs ont envie de vivre comme les autres jeunes, c'est-à-dire aller au cinéma, aller au restaurant, voyager et ne pas être dans leur élevage ou dans leur exploitation 24 heures sur 24 et vivre loin de tout le monde. Ils ont envie d'avoir une vie sociale. Et ça, c'est important. Alors, je vous propose ceci. Alors, on va recevoir dans les jours à venir, on recevra un agriculteur qui a commencé dans les années 70-80, voir un peu comment lui travaille, et puis on verra un représentant de la nouvelle génération, comment lui vit son métier et son avenir. Je vous propose ceci, comme ça, vous viendrez avec eux, et on verra un petit peu comment cette évolution ou cette révolution doit se faire, parce que Alain Cataille, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il faut quand même changer les choses. On est en train de changer les choses. Les choses changent. Il faut pas croire que les agriculteurs sont très contrôlés. Aujourd'hui, avec l'État, on est obligé d'avoir tout ce qu'un agriculteur fait est contrôlé et il est obligé d'être à la pointe du progrès. Il ne faut pas croire. Sûr qu'il manque beaucoup d'accompagnement. Il faudrait aussi voir comment on les accompagne dans cette évolution.
Parce que on ne peut pas continuer à nous dire, par exemple, l'État nous impose des choses alors qu'il n'y a pas de mesures alternatives, ou ça n'a pas été prouvé que ça fonctionne. On ne peut pas. Aujourd'hui, on voit bien que chacun dans son secteur se plaint. Moi, j'ai vu, par exemple, sur l'herbicide en métropole, on a eu tout de suite la réaction des producteurs de miel qui disent ben oui, l'herbicide tue les abeilles. Et en même temps, les agriculteurs qui disent s'il n'y a pas d'herbicide, nous, on ne peut plus maîtriser nos champs et il y a des pertes de revenus. Moi, je suis sûr qu'on peut trouver des compromis et laisser des espaces pour ces abeilles. À La Réunion, de toute façon, on voit très bien la période des litchis, etc. Moi, je crois que La Réunion, on a un avantage. On vit dans un pays tropical, ça pousse beaucoup. On n'utilise pas autant d'herbicides qu'on le croit. Il n'y a pas d'insecticides sur la canne, contrairement en métropole qui utilise beaucoup d'insecticides. Sur la canne, il n'y a pas d'insecticides. Sur la canne, une fois qu'on a désherbé, c'est une culture qui est pérenne, qu'on récolte une fois par an. Donc, je veux dire, moi, je crois que la canne est considérée presque, hein, il ne manque pas grand-chose pour être une production bio en termes d'utilisation de pesticides. D'accord. Alors, sur ce point, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec vous, avec au moins un des deux personnes que j'ai dit, pour voir aujourd'hui comment eux vivent leur métier. D'accord? Ok, d'accord. Comme ça nous permettra de rentrer un peu plus dedans. Merci Alain Cataille pour cet échange et merci de nous avoir apporté cet éclairage. Et c'est vrai, ça permet aussi de mieux comprendre pourquoi aujourd'hui les agriculteurs revendiquent, et ils ont raison, je pense, dans l'absolu. Maintenant, il y a aussi des choses qu'il faut, je pense, corriger. Merci Alain Cataille. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.